Bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du musée dans mon canapé, un rendez-vous pour les enfants, qu'ils soient petits ou grands. Et aujourd'hui, je vous propose la lecture de ce conte qui se nomme donc Capitaine Rosalie, une histoire de Timothée de Fontbelle qui a été illustrée par Isabelle Arsenault. Et cette histoire nous raconte ceci. Alors que son père est à la guerre, Rosalie se lance dans une mission secrète. Et voilà comment ça commence. J'ai un secret. On croit que je dessine dans mon cahier, assise sur le petit banc, sous les porte-manteaux au fond de la classe. On croit que je rêve en attendant le soir. On m'appelle Rosalie. Et le maître d'école passe à côté de moi quand il fait la dictée à ses élèves. Il pose la main sur mes cheveux. Mais je suis un soldat en mission. J'espionne l'ennemi. Je prépare mon plan. Capitaine Rosalie. Alors, si vous voulez connaître justement cette histoire et quelle est la mission de notre capitaine Rosalie, je vous propose qu'on aille un peu plus loin. Je suis déguisée en petite fille de 5 ans et demi avec mes chaussures, ma robe et mes cheveux roux. Je n'ai pas de casque et d'uniforme pour ne pas me faire remarquer. Je reste là, silencieuse. Pour tous les grands, je suis la petite qui vient s'asseoir au fond de la classe et ne fait rien de toute la journée. Ma mère travaille à l'usine depuis le début de la guerre, depuis que mon père est parti au combat. Maintenant, je suis trop grande pour aller chez la nourrice. Alors, on me dépose tous les matins sous le préau de l'école des grands, quand le soleil n'est même pas levé. La cour est déserte. J'attends toute seule en mangeant les tartines que ma mère a nouées dans un grand mouchoir de mon père. Des chiens aboient au loin vers les fermes. Les feuilles mortes se promènent en sifflant dans la cour. Le maître arrive à 7 heures du matin. Il n'a plus qu'un seul bras depuis qu'il est revenu de la guerre. Mais il sourit comme si c'était déjà beaucoup d'en avoir un. Et d'être là dans le silence de l'école. « Toujours à ton poste, jeune fille ?» Il devrait dire « mon capitaine » et faire claquer ses talons, mais je me tais. Mission secrète. Je ne dois rien laisser deviner. Le maître a dit à ma mère au début de l'année qu'il me garderait dans la classe des grands, au fond, que je pourrais faire des dessins, qu'il me donnerait un cahier et des crayons. Ma mère lui a serré la main très longuement pour le remercier. Je garde sa sacoche sur les genoux le temps qu'il ouvre l'école. Ses affaires sentent le feu de bois et le café. Ce doit être l'odeur de sa maison remplie de lumière, juste derrière l'école. Il y a le grand Edgar qui arrive toujours avant les autres parce qu'il est puni ou qu'il doit allumer le poêle de la classe. J'aime bien Edgar. Je vois bien qu'il n'écoute rien, qu'il refuse d'apprendre à compter et à lire, mais un jour, je le nommerai lieutenant. Edgar me permet de gratter l'allumette pour la jeter dans le poêle. Le feu, quand il s'allume, est de la couleur de mes cheveux, comme un petit frère qui me ressemblerait. Quand les élèves arrivent, je suis déjà assise sur le banc, contre le mur. Ils ont 2 ou 3 ans de plus que moi. Je me laisse recouvrir par les manteaux qu'ils suspendent au-dessus de ma tête sans faire attention. J'attends un peu et, quand ils sont tous à leur bureau, qu'ils me tournent le dos, j'écarte les manteaux comme si je sortais d'un buisson et que je prenais leur patrouille à revers dans une clairière. Il n'y a qu'Edgar qui me remarque avec mon cahier serré dans la main. Mais j'écoute déjà le maître d'école qui lit à haute voix la première page du journal. Chaque matin, il donne les nouvelles de la guerre. Hier, mardi, les troupes allemandes ont été écrasées dans la Somme. Nos hommes se battent et remportent des victoires. Il dit, il faut tout espérer. Et puis des noms mystérieux, Combles, Thiepval, des villages reconquis. Le maître donne toujours les bonnes nouvelles, mais jamais les mauvaises. Il laisse encore un peu les élèves debout derrière leurs chaises en silence. Il leur dit qu'ils doivent penser à nos soldats qui donnent leur jeunesse et leur vie. Parfois, quand il parle de cela, j'ai l'impression qu'il me regarde
et je détourne les yeux pour ne pas attirer son attention. Comment serait-il au courant de ma mission? Quand la classe s'assied enfin, je fais semblant d'être ailleurs, dans mes pensées, alors que je suis parfaitement concentrée. Je suis le capitaine Rosalie, infiltrée dans ce peloton un matin d'automne 1917. Je sais ce que j'ai à faire. Un jour, on me donnera une médaille pour cela. Elle brille déjà au fond de moi. Les taches de rousseur sous mes yeux, les animaux que je dessine sur la page, les grandes chaussettes jusqu'aux genoux. Tout cela n'est que du camouflage. On m'a dit que les soldats se cachent avec des fougères cousues sur leur uniforme. Moi, mes fougères sont des croûtes aux genoux, des regards rêveurs, des chansons que je fredonne pour avoir l'air d'une petite fille. Le maître trace des signes au tableau. Les élèves lisent à haute voix. J'observe le garçon du premier rang qui se lève pour aller écrire d'autres choses mystérieuses sur le tableau noir. Il ne se trompe jamais. Il s'appelle Robert, c'est le fils du gendarme. Le maître le félicite et le renvoie à sa place. Je le surveille, Robert. Je sais qu'il faut savoir reconnaître les meilleurs soldats pour pouvoir voler leurs secrets. Le maître chuchote en passant près de moi. « Va prendre du charbon, Rosalie. Ça t'occupera. » Je me lève de mon banc, le charbon est rangé dehors, derrière la classe, sous la fenêtre. Je ne dois pas montrer que je n'ai pas envie de m'éloigner. « Tu peux laisser ton cahier, » me dit-il. Mais je le garde dans la main. On n'abandonne jamais ses armes à l'ennemi. Une fois franchi la porte, je cours dans le froid vers le tas de charbon. Il faut que je revienne très vite. Je ne dois pas déserter mon poste. Le soir, ma mère vient me chercher dans l'école vide. Le maître et les élèves sont partis depuis longtemps. Elle me serre dans ses bras et frotte sa tête contre la mienne. Heureusement que je n'ai pas mon casque de soldat. Je respire ses cheveux qui sentent bon. Et elle me dit, « Tu m'as manqué, Rosalie. » Elle est très fatiguée et j'aime cette fatigue. J'aime quand le courage l'abandonne et qu'elle a les yeux rouges. Mais très vite, elle se redresse et prend ma main. « Regarde, me dit-elle. » Elle sort de sa poche une enveloppe. Je reconnais les enveloppes blanches remplies de tampons, d'inscriptions noires et rouges. C'est une lettre de mon père. « Viens, Rosalie, je te la lirai, me dit-elle. Quand elle m'emmène en me tenant par la main, on ne peut rien voir sur mon visage. Je ne montre rien de mes pensées. Je sens les doigts de ma mère qui serrent très fort ma main tachée d'encre. Quand je reviendrai, j'emmènerai Rosalie à la pêche. Allongée dans mon lit, je regarde ma mère qui est à côté avec la lettre posée sur ses genoux. Et elle lit. J'ai pensé au ruisseau après le moulin. J'avais vu sauter des truites avant la guerre. Rosalie apprendra à nager. As-tu la recette des truites aux noix? Peux-tu être sûre qu'il restera des noix si je reviens au printemps? Je ferme les yeux. Je n'aime pas ces histoires. Mais ma mère continue. Ma chérie, je pense à vous. Je sais que Rosalie est sage et que le maître d'école est content de la voir. Et toi, je sais que ton travail est fatigant. Tu aimerais passer plus de temps avec ta petite fille. Mais quand je mets un obus dans le canon, je me dis toujours que c'est peut-être toi qui l'as fabriqué à l'usine. Comme si tu étais à mes côtés dans la bataille. Oui, les dames nous aident en travaillant si dur dans ces usines. Et les enfants nous soutiennent en prêtant leur maman et en les attendant sagement. J'essaye de ne pas écouter. De toute façon, je me fiche d'être sage. Je ne prête ma mère à personne. Je ne veux pas entendre parler de poissons qui sautent dans les ruisseaux. Je ne crois pas aux histoires de noix et de moulins. Aucun autre souvenir que la guerre. J'étais trop petite avant elle.
Et je vois bien que ma mère continue de lire longtemps, alors qu'il n'y a qu'une seule page écrite dans l'enveloppe. Je vois bien qu'elle ne s'arrête même pas quand la bougie s'éteint dans la chambre. Elle me montre un dessin au dos du papier, un trait de charbon qui dessine un paysage. C'est la seule chose qui a l'air vraie. Une forêt au loin et la terre retournée, juste devant, avec des soldats cachés dans des trous. Je reconnais la manière de dessiner de mon père. Je l'ai vu 3 fois quand il est revenu en permission pour se reposer de la guerre. Il ne parlait presque pas, mais il me serrait dans ses bras et il dessinait des chevaux sur la buée de la vitre. Je m'endors en pensant aux chevaux qui ruissellent sur la fenêtre. La nuit, je rêve d'une médaille qu'on accroche sur ma chemise de nuit. Je rêve d'un général qui me met la main sur l'épaule. Je sens le froid de la médaille sur ma peau. Et chaque jour, ma mission avance. Chaque jour, je suis à mon poste, capitaine Rosalie, au fond de la classe, en embuscade sous les manteaux. Je regarde les inscriptions sur le tableau noir comme si c'était un plan de bataille. J'essaye de me souvenir de tout. Je recopie des petites choses dans les dernières pages de mon cahier. Personne ne s'occupe de moi. Les grands m'ont oublié. Je suis devenue un manteau gris accroché au milieu des autres. Il n'y a que le maître qui se souvient parfois de moi. Et Edgar, le cancre, mon lieutenant, qui me jette des regards curieux. Je sens qu'il attend son heure. Le soir, ma mère me retrouve. Elle a parfois une nouvelle lettre dans sa poche, parfois rien. Juste des gestes pour me prendre contre elle, des yeux pour ne pas quitter les miens. Je préfère cela aux histoires de truites qu'on pêchera, de nage dans les ruisseaux ou de confitures qu'on fera un jour en ramassant des framboises sauvages. Les lettres restent dans la boîte à caramel, au-dessus des étagères de la cuisine. C'est mieux. Les semaines se ressemblent. De temps en temps, la nuit, j'ouvre ma fenêtre et je me penche pour écouter. Je tends l'oreille. Je me demande si je pourrais entendre le bruit de la guerre, très loin, derrière les chiens des fermes. Et puis un jour, pour mon anniversaire, je reçois de la neige jusqu'aux chevilles. J'arrive à peine à ouvrir la porte en me réveillant. Je pousse un cri, les flocons tombent tout autour. Ma mère ne va pas à l'usine ce jour-là parce qu'il neige trop fort. Je reste avec elle à la maison. Cela ressemble à la plus belle journée de ma vie. On joue à cache-cache dans la maison, elle ne s'est même pas habillée. Je la trouve en chemise de nuit tapie sous son lit. Elle me fait sursauter. J'oublie le capitaine Rosalie, j'oublie presque mon père. Ma mère me roule dans une couverture en riant. Comme il n'y a rien à manger et qu'on ne peut pas sortir, on boit du lait sucré du matin au soir. Et on se serre à 2 dans le même fauteuil devant la cheminée. Je regarde bouger les mèches rousses du feu, puis elle grimpe pour prendre la grande housse posée sur le toit de l'armoire. Elle sort sa robe de mariée. Elle me montre qu'elle lui va encore. C'est juste un peu serré ici, regarde. Et elle rit encore. Avant la nuit, habillée en blanc, elle me raconte une vraie histoire, avec des îles désertes et des filles de rois. Mais plus tard, dans mon sommeil, j'entends frapper au carreau. J'entends quelqu'un qui parle à ma mère dans la pièce d'à côté. Je n'arrive pas à me réveiller. Il y a un homme qui est venu la voir pour lui dire quelque chose. Je reconnais la voix du gendarme. Mes yeux restent collés et puis j'entends un cri très long et très bas qu'on essaye d'étouffer. Mais je ne comprends pas si je rêve ou si c'est vrai. Le lendemain, je vois que rien ne sera plus comme avant. Une enveloppe bleue dans la cuisine. Impossible d'attraper le regard de ma mère. Elle fuit quand je m'approche. Elle parle vite en baissant la tête. J'ai déjà mon bonnet de laine et mon manteau. Je la regarde. Elle s'agite comme si elle était en retard, mais elle ne fait rien.
Elle prend l'enveloppe en passant et la fait disparaître. Elle range la robe de mariée en boule sur l'armoire. Elle me donne la main, m'emmène dehors, cache son visage dans son châle. La neige fond déjà. Il y aura de la boue dans la cour de l'école. Pendant un mois, je vis dans le souvenir de cette nuit d'après la neige. Ma mère n'arrive toujours pas à me regarder. Elle a changé. Quand elle me dépose à l'école le matin, je suis presque soulagée qu'elle s'en aille. Elle s'éloigne à petits pas, alors que le sol ne glisse plus du tout. Je dois faire vite. On compte sur vous, capitaine. Je fais tout pour que mon jour arrive. Et ce jour finit par venir. C'est un matin de soleil en février. Au fond de la classe, je m'applique à suivre la craie sur le tableau noir. Rien ne m'échappe. Chaque mouvement de la main du maître. Il se retourne en secouant la poussière blanche sur sa manche. Je regarde à nouveau le tableau. Tout s'éclaire pour la première fois, comme un brouillard qui s'évapore d'un coup sur les choses. Ma mission est presque terminée. Je ne dois pas attendre. C'est le moment, je suis prête. Je pense à la médaille que j'ai vue en rêve. Tout devient possible. Je dois maintenant me battre à découvert. Jeune fille, demande-t-il. Le maître est devant moi. Je n'ai même pas réalisé que j'ai la main levée pour l'appeler. C'est la première fois. Jamais rien demandé jusque-là. J'explique que j'ai oublié mon cahier à la maison. Je veux aller le chercher. Le maître dit que ce n'est pas possible. Je prends alors un air sérieux. Je me tiens bien droite, les yeux braqués vers lui. C'est juste au bout de la rue, je connais le chemin. Il me répond, tu prendras une feuille de papier. Mais j'ai besoin de mon cahier. Non, tu restes ici. Le ton est sans appel. Je sors ma deuxième arme avant qu'il ne se détourne de moi. Mes yeux retombent d'un coup vers mes chaussures et déjà une larme gonfle entre mes cils. Cette fois, le coup semble atteindre son but. Panique dans les rangs ennemis. La barricade ne tiendra pas longtemps devant une petite fille qui pleure. Mais il me faut des renforts. Une voix retentit juste à côté de moi. Je peux l'accompagner. C'est Edgar. Il a l'air si sage que je ne le reconnais pas. Le maître hésite. J'essuie mes yeux avec mon poing. Il frotte nerveusement sa main pleine de craie sur la poche de sa blouse. Bon. Il me regarde, puis Edgar, puis moi. Vous avez 10 minutes. Je n'aime pas quand les élèves se promènent. Je marche dans la rue avec mon lieutenant derrière moi. Le village est désert. Un soleil froid éclaire les toits mouillés. De la fumée s'échappe des cheminées de la boulangerie. Comment peut-on savoir que c'est la guerre? Les combats sont si loin de nous. Des oiseaux jouent dans le clocher de l'église. Je les vois frôler la cloche. Notre patrouille arrive devant la maison. C'est là. C'est ouvert? Demande Edgar. Je prends la clé cachée dans le trou du lézard, à gauche de la porte. Je n'ai même pas peur du lézard. Je tends la clé à Edgar. Ouvre, s'il te plaît, lui dis-je. La serrure est vieille. D'habitude, on n'arrive pas à tourner la clé. Mais Edgar ouvre facilement la porte. Je lui montre la grosse pierre où il peut s'asseoir. Attends-moi, je reviens, lui dis-je. Il s'accroupit à côté de la pierre. C'est mon meilleur soldat. Quand j'entre dans la maison, j'ai l'impression d'avoir grandi d'un seul coup. Je ne suis jamais entrée toute seule ici. Je fais un premier pas. Il y a seulement 2 pièces. Ma chambre, qui était celle de mes parents quand j'étais toute petite, et la cuisine. C'est là que dort ma mère depuis la guerre. Je pousse la porte de la cuisine. J'ai l'impression que tous les objets me regardent. Même la pendule se demande ce que je fais là. Mais je tire une chaise vers les étagères. Elle gémit sur le sol pour me dire qu'elle n'est pas d'accord. Je grimpe
et j'attrape la boîte en fer tout en haut. Je regarde la boîte entre mes mains et le miracle se produit. La boîte me parle. La boîte que j'ai souvent vue sur la table, muette, avec les moutons dessinés qui se reposent sous un arbre et le berger au loin. Cette boîte fermée s'est mise à me parler. Les mots viennent lentement. Assortiment de confiserie. C'est écrit sur une ligne en lettres bleues. Je me bats pour cela depuis des mois. C'était ma mission. Je sais lire. Je descends de ma chaise, pose la boîte sur la table et retire le couvercle. Les enveloppes sont là. Je prends celle du dessus, je l'ouvre. Je n'ai plus assez de souffle pour suivre l'écriture escarpée de mon père, mais je prends les plus petits mots du papier, ceux qui me sautent au visage dès que je me penche. Les mots rat, le mot sang, le mot peur. Jamais ma mère ne m'a lu ces mots-là. Il y a une phrase soulignée qui dit ici « Il pleut du fer et du feu ». Et plus bas, tombés au pied de la page, les mots « enterré vivant » et « boucherie ». Je cherche la lettre où il a dessiné les soldats au bord de la forêt. Elle est là, je la déplie. Je cherche le mot « truite », le mot « bicyclette » qu'avait prononcé ma mère. Il n'y a pas la trace d'un ruisseau, d'une truite ou d'une bicyclette. Rien. Il y a seulement écrit « Je pleure la nuit dans la boue » ou « Oh chérie, tu ne me reconnaîtrais pas ». Mais je lis mon prénom à la fin. Il l'a écrit avec de belles lettres rondes, comme si ce nom était dans une autre langue, comme si j'étais d'une autre planète. « Embrasse Rosalie », a-t-il écrit. « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est la voix d'Edgar. Je ne me retourne pas. Il ne doit pas voir les larmes de son capitaine. « Tu sais lire ?» demande-t-il. Je remue les lettres de la boîte. Mes mains tremblent. Je cherche l'enveloppe bleue. Edgar répète « Tu as appris à lire ? Je veux trouver mon cahier. » Et il me dit « Tu l'as caché sous ta chemise. Tu l'avais déjà dans la classe. Il faut y aller, on va nous découvrir. » Je remets alors la boîte sur l'étagère. Je tire le cahier qui était planqué sous ma chemise. J'imagine du fer qui tombe du ciel. Mon père couché sous le ciel en feu. En sortant de la maison, j'ai mal, mais quelque chose s'est ouvert en moi. Je m'arrête un instant. Je respire l'air pur et piquant de la vérité. Sur le chemin du retour, je demande à Edgar « Pourquoi tu n'as pas dit au maître que j'avais mon cahier dans ma chemise ?» Il hausse les épaules et continue à marcher devant moi. Puis il dit « On est du même camp. » J'ai rejoint le banc au fond de la classe. Je pense à la lettre bleue. Où est passée la lettre bleue? Elle est arrivée la nuit d'après la neige. C'est elle qui connaît le dernier secret. Il n'y a pas eu d'autres lettres après elle. Je n'écoute plus ce qui se passe autour de moi. La fin de la matinée, le repas. Aujourd'hui, je ne me rappelle pas les heures qui ont suivi. Quand sonne la récréation, chacun se précipite sur son manteau. Je reste assise dans la tempête. J'entends Edgar qui me demande « Tu viens ?» Je ne bouge pas. Quelques élèves commencent à sortir dans la cour. Je dis à Edgar « S'ils me cherchent, tu leur diras que je suis allée au ruisseau près du moulin. » Il me regarde. Le brouhaha continue autour de nous. « As-tu besoin de moi ?» me demande-t-il. Je lui réponds « J'ai besoin de toi pour leur dire que je suis allée au ruisseau, d'accord ?» Il acquiesce. Et je me laisse glisser sous le banc et me mets en boule. À la porte,
Le maître frappe du pied. « Dépêchez-vous, on sort !» Il est déjà en train de bourrer sa pipe avec son tabac et il crie « Edgar, tu m'entends? Je vais fermer la porte. » Edgar sort à son tour. Je reste cachée sous mon banc et la porte claque. J'entends ma respiration dans la salle déserte. Après quelques secondes, je me glisse vers la fenêtre du côté de la rue. J'ouvre la fenêtre de la classe. J'hésite un instant. Je sens l'odeur sucrée de la pipe qui vient de la cour jusqu'au trottoir, avec les cris des enfants. Enfin, j'escalade la fenêtre et je saute dans la rue. Je ne prends pas la direction du ruisseau. Je cours vers la maison. Je prends la clé dans le trou du lézard. Pour la première fois, je réussis à ouvrir la porte. La boîte, les lettres se répandent sur la table de la cuisine. Il n'y a pas la lettre bleue. Je me lève, je cherche dans les casseroles, dans les tiroirs, dans le buffet de l'entrée, dans l'armoire. Je fouille dans les poches des gilets de ma mère, dans les papiers du grand classeur rouge. Où est la lettre? Je ne sais plus ce que je fais. Je regarde sous le matelas, entre les planches du lit. Je défais entièrement le lit de ma mère. Les draps s'étalent dans la pièce comme des fantômes. Et puis, tout à coup, je lève les yeux vers le dessus de l'armoire. Il y a la robe de mariée roulée en boule. Je m'approche et grimpe sur le poêle juste à côté. Je soulève la robe poussiéreuse. Je glisse ma main sans rien voir. Elle est là, sous la dentelle du voile. Je prends le carré bleu de la lettre. Je vais m'asseoir à la table. Je l'ouvre. Ministère de la guerre. C'est 4 mots écrits tout en haut. Je lis seulement ceux qui viennent à moi. Madame, regret, douleur. Et puis le nom de mon père en entier. Et puis 5 autres mots, comme 5 coups de canon dans le soir sombre. Mort en héros au combat. Ces mots résonnent longuement dans la nuit. Ils font éclater un nuage de poudre autour de moi. Mort en héros au combat. Le reste, c'est Edgar qui me l'a raconté longtemps après. La classe reprend après la récréation et le maître tarde à remarquer mon absence. À peine l'impression d'un meuble qui manquerait dans la salle. « Et la petite ?» demande-t-il. Il inspecte les porte-manteaux, parcourt les rangs et fait se lever les élèves comme si l'un d'eux avait pu s'asseoir sur moi ou me cacher dans sa poche. Il regarde sur son bureau. « Monsieur, il y a Edgar qui veut vous parler. » Et en effet, Edgar a levé la main. Le maître s'approche alors. « Elle m'a parlé du ruisseau. Elle m'a dit qu'elle voulait aller au ruisseau près du moulin. » Le ruisseau. Le maître tourne sur lui-même le visage blanc. Il a l'air de chercher une sortie de secours. « Mon Dieu, le ruisseau. Mettez vos manteaux, » dit-il aux élèves. En un instant, tout le monde est dehors. Ce pourrait être la fête, mais un grand silence règne. On n'entend que le martèlement des semelles dans la cour. Le maître se tourne vers Robert, le fils du gendarme. « Toi, va chercher ton père. » La classe part au trot vers le ruisseau. C'est la première fois qu'on voit le maître courir. L'obscurité commence à tomber. Edgar mène les troupes. En arrivant sur la rive, on découvre que l'eau a monté. Le ruisseau est un torrent. Le maître est si pâle qu'on dirait un ver luisant à l'ombre des saules. « Mon Dieu !» murmure-t-il. « Mais qu'est-ce qui lui a pris ?» Edgar organise 2 groupes, l'un qui remonte, l'autre qui descend le long de la rivière. Le gendarme vient d'arriver avec son fils et le cantonnier. Ils partent inspecter la roue du moulin qui broie tout ce que le courant lui donne. « Et sa mère ?» demande le maître d'école. « Qu'est-ce qu'on va dire à sa mère ?»
On entend des éclats de voix de loin en loin au bord de l'eau. « Rosalie! Rosalie !» Est-ce qu'elle sait nager? « Rosalie !» Et tous se rendent compte qu'ils n'avaient jamais prononcé mon prénom. Quand ma mère arrive, la nuit est entièrement tombée. Elle passe à l'école où un élève monte la garde. On lui dit que j'ai disparu. Elle court alors vers le ruisseau et le maître s'avance vers elle. Il a de la boue dans les cheveux et sur le nez. Ses chaussures sont remplies d'eau. Madame, il est incapable de dire autre chose. Ma mère regarde la surface de l'eau. Le gendarme est revenu du moulin. Elle a parlé de cet endroit à un camarade. Est-ce que votre fille venait parfois près d'ici? Ma mère ne répond pas. Le gendarme la prend par le bras et l'emmène à l'écart. Dites-moi, est-ce qu'il est possible que la nouvelle de son père... Non, répond faiblement ma mère. La petite avait l'air forte, mais je ne lui ai rien dit sur son père. Comment? Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Tous les soirs, j'essaye de lui parler et... Elle détourne le visage, le gendarme se tait. Edgar sort de l'ombre. Il est essoufflé, il a tout entendu. Je voulais vous dire, je crois que j'ai vu Rosalie chez vous par la fenêtre de votre cuisine. La porte est fermée de l'intérieur. Il y a maintenant 50 personnes autour de la maison dans la nuit. Ma mère s'approche de la fenêtre, elle se colle contre le carreau. Rosalie, dit simplement ma mère. Elle me voit endormie, la tête sur la table, au milieu des lettres. La cire de la bougie fond sur des enveloppes à côté de moi. « Qu'est-ce que c'est autour d'elle » demande le maître, qui a posé son front sur le carreau. « Elle sait lire, » dit Edgar avec fierté. Le maître se tourne vers lui, perdu. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Elle sait lire, monsieur, » répond-il. « Mon Dieu, » souffle le maître. Un bruit sourd. Le gendarme vient de forcer la porte. Il ne veut pas entrer le premier. Il appelle ma mère. Elle quitte la fenêtre, s'approche. Les élèves font une haie d'honneur pour la laisser passer. Elle entre seule, doucement. J'ouvre les yeux. La cuisine est toute repeinte en or par la flamme de la bougie. Je vois ma mère. Je me redresse sur ma chaise. Elle a le visage que j'aime, celui des jours fragiles. Elle reste debout devant la table et je lui dis « Je voulais savoir. »« Oui, Rosalie, me répond-elle. »« J'ai réussi. »« Oui. » Elle fait un pas, me prend dans ses bras et je pleure avec elle. Le gendarme disperse la petite foule autour de la maison. Des points lumineux s'évanouissent dans la nuit. Ma mère sort une enveloppe bleue plus épaisse de sa poche, un paquet ministère de la guerre qu'elle a déjà ouvert. Elle me dit « Je l'ai reçu aujourd'hui, c'est pour toi. » J'ouvre alors le paquet. Il y a d'abord une autre lettre. Je lis les mots « mort en héros » que je connais déjà. Et puis d'autres mots incompréhensibles, à titre posthume et patrie reconnaissante. Mais dans le paquet, sous la lettre, il y a un petit objet qui pèse lourd dans un sachet de velours. Je tourne la tête vers la fenêtre. Edgar, dehors, me regarde. Je lui souris dans mes larmes. « C'est pour toi, » répète ma mère. J'ouvre alors le sachet sur la table. C'est une médaille en bronze étincelante avec son galon bleu, comme un petit poisson vivant dans ma main. Alors j'espère que cette histoire de Capitaine Rosalie vous a plu, pour les petits et les grands. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau rendez-vous du musée dans mon canapé. À très bientôt.